pour l'intérêt, je pense que c'est important de quand même avoir un certain intérêt pour la science fondamentale parce qu'on est très proche de ça, de la biologie moléculaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on utilise nécessairement au jour le jour, mais si on trouve ça rébarbatif, on veut plus penser à la génétique ou des choses comme ça, c'est pas vraiment une spécialité qui a un bon fit. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. On se retrouve aujourd'hui en direct à Halifax, à ICAM. Je suis Karianne et je suis votre animatrice. On se retrouve avec Dr André. J'ai oublié de demander c'était quoi le nom de famille? Mon famille, c'est Lametti. Dr Lametti, qui est résident en pathologie R5, ça veut dire que c'est bientôt un patron. J'aimerais toujours vous inviter de se présenter. Fait que si tu peux commencer par te présenter ton parcours et mettons, qui es-tu? Donc, comme tu l'as déjà dit, je suis R5 en pathologie. Bon, au Canada, il y a deux disciplines qu'on appelle la pathologie. Anciennement, c'était l'anatomopathologie et la pathologie clinique. Mais depuis quelques années, ou en fait depuis moins que ça a été renommé. Ma spécialité s'appelle maintenant la pathologie diagnostique et moléculaire. Donc, ça, c'était anciennement l'anatomopathologie. Donc, des fois, ça peut sembler un peu confus, puis ça fait beaucoup de mots. Mais en tout cas, j'espère que tu pourrais t'expliquer un peu c'est quoi que je fais de mes journées, puis c'est quoi ma spécialité. Oui, ben oui, 100%, on va s'enligner là-dessus. Quand j'en apprends déjà, je savais même pas qu'il y avait deux types de spécialités en pathologie. Je me demande où tu as fait ta médecine? Donc, moi, je viens de Montréal, à l'origine. J'ai fait ma médecine à McGill et je fais aussi ma résidence à McGill. Donc, OK. l'entièreté de mon cursus, c'est ça. J'ai pas fait d'autres études postsecondaires dans d'autres domaines. J'ai pas fait de bac ou de maîtrise. Je suis allé directement en médecine après le cégep, comme c'est souvent le cas au Québec. Donc, vraiment, ça, c'est mon background éducatif. OK. Puis ensuite, tu es allé faire la pathologie. Puis là, on peut commencer directement avec ça. Il y a deux types de spécialités en pathologie, si je comprends. Est-ce que tu peux plus m'expliquer? Ouais. Je vais avouer que je suis pas nécessairement le plus familier avec le domaine de la pathologie qui n'est pas le mien, mais disons, parmi les spécialités de la médecine de laboratoire, c'est divisé un peu différemment dans différentes provinces du Canada, puis en Amérique du Nord aussi. Euh, donc, quand on parle du laboratoire, on pense par exemple à l'hématologie, à la biochimie, au laboratoire de microbiologie et au laboratoire d'anatomopathologie qui inclut par exemple la pathologie chirurgicale ou la cytopathologie. C'est peut-être quelque chose avec lequel tu es déjà familière. Donc, spécifiquement, moi, ma formation pour la pathologie diagnostique et moléculaire, ça a trait à la pathologie chirurgicale, l'autopsie, la cytopathologie, puis un peu la pathologie moléculaire et d'autres tests qui sont faits sur les tissus humains. Mais je me concentre pas particulièrement sur la biochimie médicale, le laboratoire d'hématologie ou de transfusion, alors que ça, c'est des aspects qui pourraient être pris en charge par des pathologistes cliniques, par exemple, ou maintenant, pathologie diagnostique et clinique. OK. Puis c'est qui prendra en charge ça, hein, si c'est pas les pathologistes? Par exemple, ici au Québec, le laboratoire d'hématologie, ce serait les hématologues qui Ah, s'en OK. chargent. Donc, il y a, selon la division en spécialité, il y a d'autres spécialistes qui peuvent prendre en charge certains aspects du laboratoire. OK. Puis je trouve ça super intéressant. Moi, la pathologie, je connais pas beaucoup de choses sur cette spécialité-là, d'autant plus que je suis contente, c'est pour ça en fait que je suis contente de t'avoir. Qu'est-ce qui t'a mené vers la pathologie quand tu étais étudiant en médecine? Puisque en plus, t'as pas de background avant, moi aussi, je viens de cégep, là, des fois, on est un peu perdu dans notre choix de spécialité. Mais toi, qu'est-ce qui t'a mené vers la pathologie? Ce que j'ai aimé, c'est les pathologistes que j'ai rencontrés ou qui ont prodigué l'enseignement au prédoc. Je trouvais qu'ils étaient intelligents, puis inspirants, puis je veux dire, il y avait beaucoup de connaissances fondamentales qui devenaient appliquées à travers la pathologie de façon qui était intéressante dans, dans le contexte d'un apprentissage préclinique. Et par la suite, j'ai pu faire un stage que j'ai apprécié tout autant. Et c'est vraiment pour ça, j'avais pas de connaissances préalables en pathologie. Mais je devrais dire, en tout cas, de mes collègues que je connais, il y en a certains qui l'ont découvert en médecine, mais il y en a aussi beaucoup qui ont fait des études auparavant. C'est même possible de faire des études graduées en pathologie, ce côté plus fondamental. Et il y a certaines personnes qui font leur étude en médecine dans l'objectif de faire la pathologie. Oui. Mais vraiment, les programmes sont capables d'accommoder tout le spectre des candidats, de ceux qui ont des fondements en pathologie scientifique, jusqu'à des gens comme moi qui n'en avaient aucun. OK. Puis moi, je suis curieuse, est-ce qu'il y a quelque chose qui est essentiel pour un étudiant en médecine qui pense avoir un intérêt vers la pathologie qui est essentiel pour que justement il soit heureux dans sa pratique? Je crois pas qu'il y ait une connaissance ou une compétence qui est essentielle parce que les programmes de médecine ne forment pas des diplômés
qui sont supposés avoir une pratique en pathologie. On veut former des médecins de famille ou du moins des spécialistes qui sont un peu plus généraux pour la médecine clinique. Donc, je pense pas qu'il y a de connaissances particulières ou d'attentes à ce niveau-là. Mais puisque la pathologie, c'est tellement différent des autres spécialités, je pense que c'est important de faire un stage pour se dire, est-ce que moi, je suis prêt à abandonner le contact direct avec le patient pour la grande majorité des pathologistes? Parce que en médecine, je veux dire, la plupart des gens, ils vont en médecine pour voir des patients, les soigner. Donc, oui, en pathologie, on les soigne, mais c'est un peu une dynamique différente. Donc, sans avoir fait l'expérience de ça, c'est difficile de dire, est-ce que je suis prêt à me lancer dans ça pour le reste de ma carrière, puis lâcher quelque chose qui est très important puis très valorisant pour beaucoup de médecins. OK. Puis moi, je suis curieuse justement de savoir à quoi ça ressemble, mettons. Ben là, on peut parler de la résidence en pathologie, puis ensuite, tu pourrais me parler un petit peu plus, c'est quoi que tu t'attends à ta pratique, elle ressemble, à quoi elle va ressembler? Actuellement, je dirais que la majorité du temps pour les pathologistes au Québec, c'est la microscopie. Donc, c'est de regarder des échantillons de tissus qui ont été manipulés pour qu'ils puissent être examinés au microscope. Puis ça, c'est dans une optique de fournir un diagnostic, par exemple, mais aussi des informations complémentaires, thérapeutiques, qui vont pouvoir guider la prise en charge du patient par la suite. Je sais que la majorité du temps, c'est l'interprétation et l'écriture de rapports qui vont ensuite servir au médecin traitant du patient. Donc, je dirais la majorité de la journée, c'est ça. Ensuite, il y a d'autres tâches comme la recherche scientifique, l'enseignement, la participation à des comités interdisciplinaires, par exemple des comités des tumeurs où on discute de l'oncologie avec des radiologistes, l'oncologue, les chirurgiens pour arriver à des plans de traitement où les pathologistes, nous, on offre notre expertise par rapport au diagnostic et les caractéristiques du tissu ou de la maladie elle-même. Euh, Puis ensuite, il y a des pratiques qui sont un peu moins fréquentes, par exemple l'autopsie. Il y a certains pathologistes qui vont faire comme une partie mineure de leur pratique, d'autres pour qui c'est leur spécialité à part entière. Par exemple, la pathologie judiciaire, je pense que vous avez déjà eu quelqu'un à ce podcast pour parler de ça. Donc ça aussi, ça fait partie de la spécialité, mais je vous dirais que ça fait pas, c'est pas une composante majeure de la pratique de la majorité des pathologistes. OK. Pour une personne qui, lui, il sent qu'il aurait toujours besoin d'un contact avec le patient, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut complètement mettre une croix ou on peut quand même trouver son comble en choisissant la pathologie? Je vous dirais qu'en théorie, c'est possible, mais c'est un phénomène qui, je pense, est très marginal. Euh, Par exemple, c'est possible de faire certaines techniques comme l'aspiration à l'aiguille fine en tant que pathologiste. D'ailleurs, moi, j'ai une partie de ma formation qui porte sur ça, mais c'est vraiment très mineur. Puis je pense que la grande majorité presque tous les pathologistes au Québec n'ont pas de contact direct avec les patients. OK. Puis souvent, un peu plus pour comprendre un peu à la pratique, ça ressemble à quoi? On demande souvent c'est quoi le bread and butter de la pratique chez un chez une spécialité, là, mais moi je me demande c'est quoi, mettons, c'est quoi que vous voyez le plus souvent? Ben, c'est sûr que toi, c'est en tant que résident, là, puis pendant ta résidence, c'est quoi les choses que tu vois le plus couramment? Mais je pense que mon expérience en résidence n'est pas nécessairement représentative du bread and butter pour un spécialiste en pathologie au Québec, mais disons que quelqu'un qui fait de l'anatomopathologie ou de la pathologie des industries moléculaires voit surtout des spécimens qui ont été prélevés chez des patients, ce qu'on appelle communément des biopsies dans la plupart des cas, mais aussi des chirurgies. Donc, les spécialités qui font beaucoup de biopsies, c'est par exemple la gastroentérologie, la dermatologie. Donc, il serait possible de voir beaucoup de biopsies digestives ou de biopsies de peau, par exemple. Ça, ce serait des spécimens qu'on voit souvent et de tout simplement fournir un diagnostic sur c'est quoi qui a été biopsié. Donc ça, je dirais, c'est peut-être la description la plus simple d'une activité à Oberlin en pathologie. OK, je comprends. En fait, c'est de faire le diagnostic pathologique avec avec la microscopie La majorité du temps. OK. Puis, mettons, tu trouves ça intéressant, tu as dit la pratique que toi, tu as en tant que résident est différente que la pratique que tu t'attends d'avoir en tant que patron. C'est quoi la différence, mettons? À quoi ressemble ta vie un peu tous les jours à la résidence? À quoi ça tente? Généralement, les programmes de résidence sont divisés entre les différents sites anatomiques du corps où on peut prélever des tissus. Puis c'est sûr que ça ne correspond pas nécessairement à la fréquence à laquelle ils sont prélevés, mais il faut s'assurer que les résidents soient exposés à toutes les entités, tous les sites anatomiques qui prouvent une diversité de maladies. Donc, c'est sûr qu'on veut essayer de se concentrer un peu plus sur les cas qui sont moins fréquents, je veux dire, toute proportion gardée avec leur incidence, pour qu'on puisse les reconnaître une fois en pratique, les diagnostiquer correctement. Donc, on essaie d'avoir un peu plus de diversité que ce qui arriverait naturellement dans un service de pathologie. Mais c'est sûr qu'on voit aussi beaucoup les spécimens courants parce que c'est important de savoir les prendre en charge. OK. Puis, moi, je me questionne, mettons, tu parlais des tumor boards, que des fois, fallait que tu sois en contact avec d'autres professionnels de la santé. À quel point que les pathologistes, c'est le mythe
du patron qui est seul dans son laboratoire et qui regarde ces choses est vrai? Est-ce que tu vas souvent être en contact avec d'autres personnes ou c'est plus une spécialité que tu es seul? Je pense effectivement c'est un mythe parce qu'un laboratoire, il y a beaucoup de gens qui travaillent là, puis pas juste des pathologistes, il y a des technologues en laboratoire qui sont là. On a des équipes administratives, souvent on a des apprenants comme des résidents, des étudiants en cytologie, et aussi des cytologistes qui participent aussi au diagnostic microscopique. Puis aussi toute la technique en moléculaire, puis en d'autres techniques spéciales. Donc, il y a beaucoup de monde dans un labo de patho, puis il faut interagir de façon très proche avec eux pour que le service fonctionne bien, puis pour qu'on arrive au bon diagnostic et au bon plan de traitement pour les patients. Mhm. Ça, c'est juste à l'intérieur d'un laboratoire. Après ça, on a beaucoup de contacts avec d'autres médecins, d'autres spécialistes, que ce soit des chirurgiens ou des spécialistes dans les domaines de la médecine interne ou les dermatologistes, par exemple. Donc, on interagit énormément avec du monde à la fois à l'intérieur et l'extérieur du laboratoire. Je pense que la communication, c'est une des aptitudes les plus importantes pour un pathogiste. Après tout, souvent, on se définit par la qualité de notre rapport, sa clarté, Mhm. son applicabilité à la thérapie pour le patient. Mhm. Donc, c'est pas du tout une spécialité qui est solitaire. Même si on ne voit pas les patients, on voit Mhm. énormément d'autres monde. C'est un travail d'équipe comme le reste de la médecine. Mhm. Puis justement, on parlait un peu off-cam, là, moi qui ai toujours, qui a eu à quelques reprises eu besoin d'appeler le pathologiste, puis j'ai eu toujours des super de bons contacts avec eux, fait que j'ai une représentation qui est très bonne des pathologistes en général, mais même si j'ai pas parlé à beaucoup. Fait que c'est sûr que des fois, les cliniciens, ils doivent, j'imagine, expliquer aussi le rapport ou un petit peu avec les cliniciens aussi, un peu la répression diagnostique. Fait que le mythe est pas complètement faux. Pas complètement vrai, en fait. Vous êtes dans un laboratoire, mais vous n'êtes pas seul, puis c'est vrai que vous êtes en contact avec les cliniciens. Puis toi, maintenant, tu es R5 en ce moment. Alors, tu as été en contact avec des résidents R1, là, tu étais résident senior. Moi, je me demande, c'est quoi que tu t'attendais un petit peu plus? C'est quoi qui faisait la différence entre un bon résident junior et un mauvais résident junior? Ouais, je pense que c'est un peu la curiosité et l'humilité parce que comme je l'ai déjà mentionné, je pense qu'il y a presque personne qui commence la pathologie ou la résidence en pathologie avec des fondements extrêmement solides, qui sait déjà plein de choses. On s'y attend pas parce que le curriculum en médecine n'apprend pas à devenir un pathologiste. Puis c'est tant mieux, c'est une spécialité qui est assez marginale quand on regarde tous les médecins qui sont formés au CAPOC. Euh, donc, il faut vraiment être prêt à recommencer à zéro, puis vraiment on commence un nouveau domaine, il faut tout réapprendre du début, puis être capable de se remettre un peu dans ce mode-là si on fait les fondements, puis euh, pas oublier, mais euh, comprendre que beaucoup des choses qu'on a apprises, elles vont servir, mais il faut un peu recommencer du début, puis ça peut être difficile quand on vient de finir un programme de 4 ans, de se retrouver encore une fois au bas de l'échelle, si on peut le dire. C'est vrai que je pense que ça va prendre beaucoup d'humilité, là. Moi, je me questionne, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de rentrer dans un programme en pathologie? Comme avec du recul, te dire, ah, j'aurais dû faire X chose, Y. Je pense pas nécessairement. Je pense que mon expérience, quand j'ai fait un stage à l'extérieur, était assez représentative de ce que la résidence pourrait être. Puis effectivement, c'est le cas. Donc, je pense pas que j'ai eu de une grande surprise. Je savais un peu dans quoi je m'engageais. Oui, Parce que ce qui est le plus frappant, c'est la différence avec le reste du domaine. Puis ça, juste 2 semaines, 4 semaines dans un stage à l'extérieur, c'est suffisant pour saisir l'ampleur de la différence. ok, ok. Puis mettons, là, tu t'as mentionné, tu savais un peu à quoi t'attendre, à rapport à la différence, un peu, moi, je me questionne, à quoi peut ressembler les gardes, à quoi ressemble la pratique d'un résident en pathologie. Donc, c'est sûr que c'est une spécialité qui est plus active le jour. C'est pas vraiment un horaire où on doit travailler la nuit comme dans plusieurs autres spécialités. Cela étant dit, parfois les journées peuvent être longues, il peut y avoir beaucoup de travail à faire. Pour les gardes spécifiquement, généralement, il faut s'occuper de ce qui est urgent. Donc, des consultations péropératoires où ça va changer le cours de la chirurgie. Normalement, c'est des chirurgies oncologiques qui sont électives, donc qui sont pas urgentes. On planifie la chirurgie du patient et donc généralement, c'est fait le jour ou la semaine. Mais il arrive que des situations comme ça puissent survenir la nuit ou la fin de semaine. Puis là, il faut être quelqu'un de garde, puis il faut se déplacer pour répondre aux besoins du chirurgien, la chirurgienne pour orienter le traitement du patient. Donc ça, c'est une situation qui est pas très fréquente, mais qui est possible. Ensuite, tout ce qui est la manipulation, la préparation des spécimens qu'on reçoit. Parfois, il faut protéger l'intégrité du tissu pour pouvoir faire un diagnostic approprié, puis les études complémentaires qui vont être utiles. Et il faut s'assurer de diviser le tissu ou
de le traiter de façon adéquate rapidement. Donc, parfois, ces prélèvements-là parviennent le soir ou la fin de semaine, mais dans ce cas-là aussi, il faut bouger ces situations-là. Puis finalement, parfois, il y a des questions de la part d'autres membres de l'équipe, peut-être d'autres médecins. Puis ça peut venir n'importe quand. Puis des fois, c'est des surprises, des choses auxquelles on s'attendrait pas. Non. Est-ce que t'as une bonne question que t'avais reçue à un moment donné, que tu veux nous partager ou? Des fois, c'est des choses aussi simples que où est-ce que je trouve le bon contenant pour ce spécimen-là. Il appelle le pathologiste de garde? Parfois, ils ne savent pas qui appeler Ok. d'autre, puis c'est correct. Ok. C'est-à-dire, ou dans quel fixatif je dois mettre ce spécimen que je viens de prélever à l'étage. Pour des personnes qui sont moins familières avec comment fonctionne le laboratoire, c'est pas nécessairement des réponses évidentes, et donc ils vont appeler la pathologie. Je trouve ça intéressant de voir aussi un petit peu ta personnalité, puis la personnalité un peu que j'ai des pathologues. Je généralise et je suis très consciente de toi. T'es comme, ouais, il m'appelle pour savoir il a eu le pot, mais comme, tu sais, moi, je pense à d'autres spécialistes qui auraient fait genre, pourquoi tu perds mon temps et tout. Je trouve ça je trouve ça super Il y drôle. a peut-être des gens qui ne prendraient pas bien. Puis, Ouais. Ça, t'es comme, encore une fois, c'est tellement différent du reste de la médecine que Mhm. je m'attends pas à ce que les gens y connaissent Ouais, la spécialité non plus. ouais. Mettons pour quelqu'un qui est intéressé par la pathologie, de ce que j'ai compris, toi, tu as su un petit peu à l'externe quand tu as fait ton stage, que ça t'intéressait. Est-ce que tu t'attends, est-ce qu'il y a un certain de la recherche ou un certain curriculum que tu dois avoir pour être un bon candidat en pathologie? Est-ce que c'est difficile de rentrer en pathologie en d'autres pays? C'est une très petite spécialité, donc ça dépend de l'intérêt d'une année à l'autre, ça peut varier énormément. Historiquement, c'était pas une spécialité qui était très en demande, qui avait plus de place, mais avec l'évolution de la main-d'œuvre en pathologie, je veux dire, il y a des changements. Puis vu que c'est petit, d'une année à l'autre, tu peux avoir des grands. OK. Mais pour l'intérêt, je pense que c'est important de quand même avoir un certain intérêt pour la science fondamentale parce qu'on est très proche de ça, de la biologie moléculaire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on utilise nécessairement au jour le jour, mais si on trouve ça rébarbatif, on veut plus penser à la génétique ou des choses comme ça, c'est pas vraiment une spécialité qui a un bon fit parce que la pathologie, on est proche de ça, on en parle tous les jours. C'est important pour les patients, donc faut quand même aimer ça ou du moins Mhm. pas ne pas aimer ça. Alors maintenant, je vais poser des questions éclairs. Il faudrait que tu essaies de répondre avec le moins de mots possible. Ben là, je pense que tu vas être la seule personne, puis j'ai hâte de voir un peu ta perception de la chose, mais le cycle de Krebs. Oh, pas important. OK, mais est-ce que tu l'as déjà appris? Combien de fois tu l'as utilisé dans ta résidence? Zéro. OK. Bon, je m'attendais, tu parlais de biologie moléculaire, je me disais peut-être que cette fois-ci, on va avoir quelqu'un qui va nous le dire, qui l'a utilisé. Finalement, non. Si tu n'étais pas en pathologie, si t'étais pas médecin, en fait, qui serais-tu? Quelle profession t'aurais-je faite? Aucune idée. Oh, aucune idée? Ben, il faut que tu me trouves une réponse. Ben, quand j'ai appliqué en médecine, j'ai eu essentiellement deux. Je suis rentré à deux programmes OK. en médecine puis en études classiques, donc histoire, littérature, philosophie antique, ce genre de choses-là. OK. Fait que la réalité, c'est que ça aurait été ça mon autre choix. Bon, Et parfait. je me serais engagé plus dans ce côté-là, mais je sais pas aussi. Votre personne m'aurait mieux. Très différente. Oui, oui, non, c'est ça, 100%. Mais tu sais, des fois, des gens qui nous donnent des trucs comme ça, des professeurs ou quelque chose comme ça, je trouve ça super intéressant. Euh, Sinon, est-ce que tu avais un dernier mot pour la fin du podcast que un conseil que tu aimerais donner aux gens qui sont intéressés par la pathologie? Juste d'y penser, savoir que ça existe et que c'est très différent. Je pense qu'il y a des personnes qui peut-être s'engagent en médecine puis réalisent que il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas le bon fit, mais juste savoir que ça existe et que ça peut être quelque chose d'assez différent, mais quand même médical. Peut-être pour certaines personnes, ça peut être vraiment le domaine qui finalement les intéresserait, mais c'est l'inconnu. Donc, OK. juste savoir que ça existe pour avoir la curiosité d'y penser. Puis, moi, j'ai une question qui suit, là, par rapport à ça. Et en ce moment, il y a que les gens, ils disent, là, c'est un peu du bouche à oreille, là, mais j'ai pas ce que ça vaut. Mais l'intelligence artificielle, ça croît. Là, vous, c'est beaucoup de diagnostics, c'est beaucoup avec le microscope. Est-ce que les pathologies, c'est quelque chose que les gens devraient prendre en considération en entrant en pathologie? Est-ce qu'ils devraient avoir peur que les pathologistes soient remplacés par ChatGPT? Je pense pas par ChatGPT, mais l'intelligence artificielle, oui, c'est une considération importante. Je pense que la réalité, c'est que personne ne sait aujourd'hui comment ça va évoluer, puis vraiment comment ça va changer, pas juste notre spécialité, mais la médecine en général et la société, sincèrement. Mais je pense que la compétence la plus fondamentale d'un pathologiste, c'est l'intégration
diagnostic. Donc, pas juste faire un diagnostic visuel avec le tissu, mais aussi prendre les données cliniques, les données moléculaires, les autres études complémentaires, puis éventuellement l'intelligence artificielle et d'intégrer toutes ces données-là pour guider la thérapie du patient. Donc, cette activité-là d'intégration, d'interprétation, de synthèse dans un rapport, ça, c'est la compétence fondamentale d'un pathologiste. Si un jour, on n'utilise plus vraiment le microscope pour faire des diagnostics ou la pathologie digitale, qu'on s'appuie sur d'autres modalités, mais je pense quand même que ça va rester ça, l'expertise d'un pathologiste, de comprendre la maladie et, à plusieurs niveaux, puis d'offrir au médecin traitant du patient une compréhension pour l'aider à le traiter. OK. Fait que si je comprends bien, on sait pas l'ampleur de l'intelligence artificielle en ce moment, mais probablement que ça va juste être un outil que les pathologistes pourraient utiliser. Pour le moment, c'est ça que toi, tu penses. Mais il y a déjà eu beaucoup de révolutions en pathologie avec les technologies, l'immunohistochimie il y a quelques décennies, et toutes les études moléculaires plus récemment. Et à chaque fois, les gens pensaient que la pathologie c'était fini ou que ça. Donc, je dis pas que c'est ça qui va arriver ou qui va pas arriver avec l'intelligence artificielle, mais ce sont des nouvelles méthodes qui ont été intégrées à notre spécialité pour offrir encore plus de données pour traiter des patients. Donc, peut-être que ça va être ça l'avenir de la pathologie. Parfait, merci, c'est super intéressant. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. J'espère que vous avez autant apprécié que moi cet épisode avec Dr Lametti. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à l'aimer, à liker et le partager. Aussi, si vous êtes résident d'une spécialité du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, je vous encourage vivement à devenir résident affilié. C'est gratuit et ça pourrait vous apporter beaucoup